Bonjour à tous. Parlons Science souhaite faire le point sur les sources et les puits de carbone, sujet dont on parle régulièrement dans tous les articles traitant du climat ou du changement climatique. En fin d'exposé, nous discuterons de l'opportunité de la création de puits artificiels. On ne peut pas comprendre la situation si on n'examine pas avec attention ce graphique. Avant l'ère industrielle, en 1850, la teneur en CO2 de l'atmosphère est voisine de 280 parties par million, teneur habituelle en période interglaciaire. Mais depuis, les activités industrielles, la croissance, la démographie font que l'homme émet de plus en plus de gaz à effet de serre, dont le CO2. Il n'est donc pas étonnant qu'aujourd'hui, sa teneur atteigne pratiquement 415 parties par million. Ce phénomène n'est pas difficile à comprendre. Il suffit de regarder à gauche quelles sont les sources de CO2 pour l'atmosphère. C'est avant tout la combustion des énergies fossiles, dans l'ordre le charbon, le pétrole et le gaz, mais c'est aussi le changement d'utilisation des sols avec notamment la déforestation. En 2019, ce sont 40 milliards de tonnes de CO2 qui ont été émises par les activités humaines. Regardons maintenant la partie droite. On voit qu'on retrouve dans l'atmosphère seulement 46% de ces émissions, car il y a deux puits importants. La végétation terrestre, notamment les forêts, qui en absorbent 31%, et l'océan, 23%. On comprend aisément la rapidité de l'augmentation du CO2 dans l'atmosphère en se souvenant qu'en une centaine d'années, nous avons brûlé la matière organique, le carbone organique qui s'était accumulé durant des dizaines de millions à des centaines de millions d'années. Nous avons transformé des puits en sources. L'écosystème forestier est le principal puits terrestre. Les arbres absorbent en effet beaucoup de CO2 dans leur bois, dans leurs racines, dans le sol et son écosystème. Ce stockage peut durer quelques saisons à une centaine d'années selon les régions et selon la variété des arbres. Comme autres puits, il y a aussi les tourbières et les prairies. L'océan présente un double puits. Tout d'abord la pompe physique. Si vous regardez cette carte, vous voyez 4 zones où en hiver, les eaux se chargent en CO2 et en oxygène. Elles deviennent plus lourdes que les eaux sous-jacentes, donc elles plongent et elles emprisonnent ainsi le CO2 qui ne peut plus s'échanger avec l'atmosphère pour une durée d'une centaine d'années à un millier d'années. Si nous regardons ce graphique, on peut voir que la distribution verticale du carbone inorganique total dépend complètement de processus biologiques. Dans la couche superficielle, il y a des valeurs basses car la photosynthèse du phytoplancton capte une partie du CO2. En sédimentant, ce plancton libère de la matière organique, du carbone organique, et la teneur augmente régulièrement jusque vers 1000 mètres. Cette bombe biologique est principalement due au microplancton, notamment au diatomée qui chute rapidement vers les profondeurs, entraînant le carbone organique. Une partie du carbone est également fixée par des cyanophycées du picoplancton qui peuvent atteindre plusieurs dizaines de millions de cellules par litre. Mais ce carbone organique est rapidement libéré dans la couche de surface et rééchangé avec l'atmosphère. Mais tous les océanographes ne sont pas d'accord avec ce scénario. Ce graphique montre un instrument qui a été très utilisé dans un programme international entre 1987 et 2003, le piège à particules. La courbe à rouge montre la diminution très rapide du carbone organique dans la colonne d'eau, et quand on arrive au niveau du sédiment, on n'en trouve plus que moins de 1%. On peut être inquiet du devenir des puits de carbone, car l'avenir est plutôt sombre. Pour le puits terrestre, momentanément, la photosynthèse augmente un petit peu en même temps que la teneur en CO2, mais cela ne durera pas longtemps. Le manque d'eau dans les sols, le réchauffement, va vite limiter ce puits. Végétation et sol. Nous ne développerons pas ici le scénario catastrophe que pourrait constituer la fonte du pergélisol, permafrost au-delà de 60 degrés nord, qui libérerait rapidement et massivement
des quantités importantes de CO2, mais également de méthane, un gaz qui est encore plus réchauffant que le CO2. Les nouvelles ne sont pas bonnes non plus pour les puits océaniques avec le réchauffement. La chaleur un peu plus élevée de la couche superficielle va diminuer les plongées d'eau et le mélange vertical en hiver. Et pour la pompe biologique, ce n'est pas bien meilleur. En effet, la stabilité des eaux va empêcher la remontée fréquente des sels nutritifs dans la couche superficielle, que ce soit dans les zones de remontée d'eau permanente ou lors du mélange hivernal. Évidemment, l'homme pense à utiliser l'ingénierie climatique pour compenser le réchauffement climatique. Nous serons très nets. Si certaines des techniques sont utilisables, il faut les pratiquer uniquement si nous avons entamé avant la réduction des émissions des gaz à effet de serre. C'est un leitmotiv à Parlons Science, il vaut mieux ne pas attraper la maladie plutôt que la soigner. Nous avons un autre exemple, ça ne sert à rien d'entamer une transition énergétique si on n'en a pas en même temps décidé de réduire la consommation énergétique globale de la planète. Il y a en gros 3 types de pratiques pour cette ingénierie climatique. Atténuer le rayonnement solaire, accentuer les puits biologiques de carbone, capturer et stocker du CO2. Nous serons clairs, la première technique, atténuer le rayonnement solaire, est à éviter complètement, que ce soit en lançant des aérosols dans la stratosphère, en plaçant des miroirs en orbite ou en ensemençant les nuages. Accentuer le puits terrestre n'est pas très difficile, c'est avant tout par la reforestation qui est valable pour capter du CO2, à condition de bien choisir les espèces et ne pas couper les arbres avant une centaine d'années. Mais là aussi, cela ne sert à rien si nous n'avons pas au préalable arrêté la déforestation et les émissions de gaz à effet de serre. D'autre part, comme le souligne le botaniste Francis Allais, les plantations ne sont pas vraiment des forêts en termes de biodiversité. Alors certains imaginent, surtout en ville, de remplacer les arbres par des microalgues comme puits à CO2. Ça peut être esthétique, c'est très favorable pour les municipalités, mais pour moi c'est un peu un gadget. Imaginons que les algues produites soient utilisées pour fabriquer du biocarburant, on aura brûlé le CO2 qu'on vient juste de capter. Il faut surtout ne pas accentuer le puits biologique de l'océan. On peut voir sur cette carte, en bleu et en noir, des zones qui sont riches en sels nutritifs, mais qui sont peu productives par manque de fer. À petite échelle, l'apport de fer dans ces milieux provoque effectivement une élévation de la production primaire et du flux de carbone. Mais à grande échelle, il faut absolument éviter ce type d'expérience. En effet, on ne maîtrisera plus rien. On ne sait pas quel sera le réseau trophique, quelles seront les espèces dominantes. On va empêcher des sels nutritifs d'enrichir d'autres raisons et en plus, ces fertilisations artificielles sont bien moins efficaces que des fertilisations naturelles. Reste donc que le meilleur système est le captage du CO2 puis son stockage. Il faut savoir que ce scénario est intégré dans les projets du groupement des experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, où il prévoit que 10% des émissions de dioxyde de carbone devraient être compensées par ce captage. Une fois capté, on peut stocker ce CO2 soit dans des réservoirs géologiques, soit, ce que nous ne conseillons pas, dans les profondeurs des océans. L'inconvénient de ces techniques, c'est qu'elles nécessitent beaucoup d'énergie et qu'il peut y avoir des problèmes d'étanchéité des réservoirs. Il y a quand même un projet qui nous paraît assez valable, c'est celui de la société suisse Climeworks en Islande. Elle utilise des collecteurs d'air avec des filtres à granulés qui récoltent le CO2. Ensuite, ce CO2 est mélangé avec de l'eau, puis envoyé à 1000 mètres de profondeur par des puits d'injection. Ce qui rend vraisemblable ce projet, c'est d'abord que l'énergie nécessaire est fournie par une centrale géothermique, donc relativement décarbonée. Ensuite, arrivé à 1000 mètres, ce CO2 va en quelques années devenir une roche, donc c'est quand même un procédé assez sûr. En résumé, les émissions de CO2 continuent d'augmenter, sauf en 2020, grâce, peut-on dire, à la pandémie Covid-19.
Ensuite, le réchauffement climatique entraînera une réduction des puits de carbone terrestres et océaniques, ce qui n'est pas une bonne nouvelle. L'ingénierie climatique n'est pas la solution. Seul le captage-stockage de CO2 pourrait venir en complément d'une baisse des émissions qui devrait, rappelons-le, être de 8% par an pendant 10 ans pour limiter le réchauffement à 2 degrés centigrades. Merci beaucoup.